Et bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CIMH portant une fois de plus sur les enjeux liés au fonctionnement et surtout à l'évolution des médias. Vous savez que dans certains pays comme Haïti, le système médiatique observé se compose des médias d'État, ou du moins des médias publics. Il y a aussi les médias privés à caractère commercial, les médias religieux et dans le cas qui nous concerne, les médias communautaires. En Haïti, ces médias s'étalent dans les différentes régions du pays. Ils intègrent d'une certaine manière ce que j'appellerais la vie des citoyens. Ils les amènent dans une dynamique globale d'administration régionale. Les médias communautaires aujourd'hui tendent à devenir des outils puissants utilisés non seulement par les citoyens, mais surtout les acteurs sur l'échiquier politique pour asseoir leur pouvoir dans certains milieux. Par exemple, on sait que lors des catastrophes naturelles aussi, ces types de médias occupent une place importante dans le renforcement des comportements de la population. Ils servent d'outils de sensibilisation citoyenne, si je peux appeler comme ça, notamment à propos des risques, désastres et également des comportements à adopter. Les médias communautaires représentent donc partout une forme, en tout cas un ensemble d'espaces d'expression pour les communautés locales en favorisant ce qu'on appellerait le développement participatif. Ce samedi, ce nouveau rendez-vous du CIMH compte placer les regards sur les dynamiques d'évolution des médias communautaires en Haïti et surtout, alors, mais aussi en Afrique, qui est un continent père, si je peux l'appeler comme ça. Les intervenants vont certainement évoquer les similitudes, les divergences, les défis rencontrés dans des contextes plus ou moins variés. Et pour nous amener dans l'univers des médias communautaires, nous avons invité des acteurs qui seront présentés évidemment par notre modératrice Elisabeth Augustin, qui est spécialiste en communication. Elisabeth, je vous passe la parole. Bonne cause à tous, bonne participation à tous et à toutes. Ton micro est fermé, Elisabeth. D'accord. Merci Rogerson et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'accompagner le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, le CEIMH, pour cette conférence sur un sujet important pour nous et dans les pays du tiers-monde particulièrement. Je remercie le professeur Panier de m'avoir demandé d'être modératrice. Et juste avant, on va un petit peu établir les règles et dire, rappeler à l'assistance de garder leur. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment accès à leur micro, mais en tout cas, leur micro sera gardé fermé, juste à part s'ils veulent poser des questions. Et nous aurons des présentations, les trois présentations, et qui vont durer à peu près 20 minutes chacune. Et c'est seulement après les présentations que nous allons accepter les questions qui peuvent aller soit à partir du micro ou bien dans le chat. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le premier panéliste qui est Monsieur Yves-Marie Chanel. Monsieur Chanel est journaliste de profession et expert en communication. Il a été correspondant de plusieurs agences de presse et a été directeur de la salle des nouvelles et des programmes à Radio Ibo. Il a une vaste expérience avec les radios communautaires et a été responsable de l'équipement et de la formation du projet Rassemblement Médias pour Action Communautaire AMAC pour le compte de l'USAID qui avait soutenu une quarantaine de radios communautaires. Il est maintenant directeur général de la firme de communication et médias, de la firme de communication et médias Mediacom, qui a été fondée depuis 1997, qui a une firme spécialisée en marketing social, planification et conceptualisation de projets dans le domaine de la communication et des médias de masse, ainsi que dans le domaine de la gestion, la formation et l'éducation populaire et civique. Il est également directeur de Sans Souci FM, qui est une station de radiodiffusion située au Cap-Haïtien, qui couvre 8 départements du pays. Donc, M. Chanel va nous présenter un panorama des médias communautaires en Haïti. La parole est à vous, M. Chanel. Merci, Madame Augustin. Merci pour cette longue présentation. Elle n'est Et... même pas complète. Elle n'est même pas complète. On aurait pu dire tellement d'autres choses sur toi, Marie. Ok, merci. Merci beaucoup.
Et pour ces compliments. Merci au CEIMH pour l'invitation. Et bon, en fait, je pense que je vais faire une présentation sur les radios communautaires, la situation ante et la situation actuelle. On va parler des radios communautaires, mais je pense que les radios communautaires ont évolué depuis leur création et depuis l'utilisation de ce concept en Haïti. En fait, c'est un pays dont la culture est basée sur l'oralité, parce qu'avec la situation de l'analphabétisme, une population alphabétisée à 60%. Donc, la majorité des gens en Haïti utilisent la radio comme moyen de communication. Même s'il y a une certaine évolution au cours de ces dernières années avec l'utilisation un peu plus accentuée des réseaux sociaux. La dernière étude en date et qui est disponible et, et remonte à 2003. Et elle a été réalisée par la firme Sid Gallup de l'Amérique latine pour justement le projet Creative Associates International, le projet RAMAC. Donc, cette étude avait relevé que 92% des Haïtiens possédaient ou avaient accès à la radio et 67% des personnes interviewées avaient affirmé qu'ils écoutaient les informations à la radio, qu'ils écoutaient la radio entre 2 heures à 5 heures par jour. Mais depuis lors, on n'a pas eu d'autres études pour voir exactement le niveau d'utilisation de la radio comme médium de communication en Haïti. Le panorama médiatique est tel que présenté par le Conseil national des télécommunications Conatel révèle qu'il y a 398 stations sur la bande FM et 60 parmi ces stations sont des radios communautaires. Il y a 8 stations sur la bande AM, mais en réalité, il n'y a pas une station à fonctionner en ce moment sur la bande AM. Et il y a une réduction considérable du nombre de stations de télévision. On estimait le nombre de stations de télévision à 111 en 2009, mais pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait 15 stations de télévision à fonctionner dans le pays. Et cela en raison de la situation, l'aggravation de la situation économique, la situation sécuritaire qui a induit une aggravation de la situation économique au cours de ces 5 dernières années. Les chiffres donnent que 73,72% des radios sont localisées dans les provinces. Mais les chiffres donnés par le Conatel en ce qui concerne l'existence et, de 398 stations peut être mis en doute en raison du fait qu'il y a au moins la même quantité de stations qui ne sont pas enregistrées, qui ne sont pas légalisées par l'organe de régulation, le CONATEL. La situation a détérioré au niveau des médias en Haïti et sur la période 2018 à 2024 en raison de ce que j'avais dit précédemment, et de l'aggravation de la situation sécuritaire et de la situation économique. Ce qui a induit une diminution des revenus, des difficultés d'accès aux sources énergétiques, la cherté aussi du carburant a eu des impacts sur les médias. Et il y a autre élément qui est considéré aussi, c'est la déperdition qui a suivi et qui suit encore et l'implémentation du programme humanitarian Power. C'est ce qu'on appelle communément ici en Haïti le programme Biden. Cette situation a entraîné la faillite et la fermeture de certaines radios, mais la majorité des stations de télévision ne sont pas en fonctionnement. Et même à Port-au-Prince, on peut compter sur les doigts le nombre de stations de télévision
qui fonctionnent pour le moment. Il faut signaler aussi l'impact des réseaux sociaux, ce qu'on appelle les médias en ligne, sur les médias dits traditionnels. Pour les radios communautaires en Haïti, les radios en Haïti peuvent être classées en cinq groupes. Il y a d'abord les radios commerciales qui sont majoritaires, les confessionnels qui sont les radios d'obédience en fait, ecclésiastique, catholique ou protestant. En fait, ce sont les radios confessionnelles et la radio d'État qui existait avant dans le pays, avec la présence de quelques radios privées, parce que sous la dictature, il y avait des limitations à l'octroi des fréquences pour la mise en onde des radios. Les gens qui n'étaient pas proches du régime ou qui n'étaient pas jugés dangereux pour le régime pouvaient avoir une licence, mais c'était quand même un espace très réservé. Et les radios communautaires, existe, en termes de définition, pour une radio communautaire, ben, ça devrait être la propriété d'une organisation communautaire, une radio qui diffuse des programmes à contenu éducatif et qui s'intéresse à la vie communautaire, qui a une participation communautaire, une gestion communautaire et une contribution communautaire dans le fonctionnement de la radio. Mais en réalité, il y a des radios qui se disent communautaires qui, en réalité, ne le sont pas et qu'on a décidé de caractériser comme des radios à caractère communautaire. La plupart de ces radios sont mises en place par des leaders communautaires, civiques ou des politiques, ou encore, je dirais mieux, entre guillemets, des politiciens, des gens qui sont en fait intéressés par la politique et pour conquérir le pouvoir politique, ils mettent en place des radios et réalisent des programmes dits communautaires ou des programmes d'éducation dans la perspective et d'aller aux élections. Les radios communautaires, en fait, le concept est venu et atterri dans la réalité en 2007. En 2007, sur l'initiative de l'UNESCO, il y a eu la mise en place de ces trois radios. Radio communautaire Nord-Est à Malpétit, qui existe toujours dans la zone de Malpétit, et qui est une section communale de Fort-Liberté. La radio communautaire à Bélance, qui existe toujours, et à Cabé, et la radio communautaire de Tiburon, qui avait cessé de fonctionner en raison de l'absence d'équipement et de personnel. Et parce que les radios communautaires font face aussi à une déperdition régulière de personnel. En 1991, après la mise en place de ces radios par l'UNESCO, il y a eu la création de la Société d'animation de communication sociale, SACS. Et SACS qui a été créée, c'est une institution indépendante qui utilise la communication populaire selon leur déclaration pour aider la majorité de la population haïtienne à la ville comme à la campagne à participer comme acteur du développement. Donc, cet organisme a été créé en 1991, peu avant le coup d'État, par le journaliste Joseph Georges, qui était directeur des programmes en ce moment à Radio Soleil, et Sonia Stéus, et qui malheureusement est décédé subitement au cours de l'année 2015. Et Joseph Georges qui a émigré au Canada depuis quelques années. Mais ça continue de fonctionner. Et il y a eu par la suite la création de REFRACA, qui est un réseau de femmes engagées dans les radios communautaires. Donc, ces deux organismes continuent d'aider
une trentaine de radios communautaires sur le plan de technique, en leur fournissant des équipements, leur fournissant un appui technique pour la réparation des équipements et au niveau de la formation et de la production de programmes pour ces radios. Et après 1991, qui a vu la création de SACS, il y a eu en 2001 un projet de l'USAID, le projet qui a été mené par une firme américaine Creative Associates International, et le nom du projet baptisé Rassemblement Média pour Action Communautaire RAMA. Ce projet consistait à aider une cinquantaine de radios communautaires. Il y a eu un appui technique à une cinquantaine de radios. Des équipements ont été achetés et installés pour près de 800 000 dollars au cours des 4 premières années du projet. Et il y a eu dans ce projet un volet de formation des journalistes, de production de programmes d'éducation civique. Et, et le programme s'est poursuivi durant 4 années et mené par l'Internews. 20 ans plus tard, en fait, où est-ce qu'on en est? Et en 2024, on peut toutefois noter qu'il y a une réduction du nombre de radios communautaires en fonctionnement. De 60 l'année dernière, j'ai pu inventorier une trentaine de radios en fonctionnement. Et cette situation est due particulièrement par une absence de ressources financières et techniques. Il y a un point aussi à signaler, c'est la déperdition au niveau de ces radios. La majorité des gens qui travaillent dans les radios ne sont pas rémunérés et le bénévolat ne nourrit pas des gens. Et les gens qui travaillent dans ces radios sont parfois obligés de laisser les radios pour aller s'établir dans des villes beaucoup plus où ils peuvent trouver du travail ou avancer au niveau euh, éducatif ou encore émigrer à l'étranger. Certaines radios ont dû réduire leurs horaires de fonctionnement en raison des coûts élevés du carburant ou absence totale d'électricité ou d'incapacité de renouveler les batteries. Parce que, en fait, les batteries ont connu une hausse. Les prix des batteries sont passés de 150 à 220 dollars américains limités et les radios ne sont pas en mesure de renouveler ces équipements. Donc, ce qui a induit aussi la fermeture de certaines radios. Donc, il faut signaler la baisse considérable de revenus en raison de la grave crise économique qui persiste depuis 5 ans. Les radios n'ont pas de revenus parce qu'ils sont dans les zones rurales où il n'y a pas d'activité économique. Et ces radios vivaient le plus souvent de contributions de membres de la population ou encore d'organisations non gouvernementales qui diffusaient des programmes d'éducation ou de sensibilisation sur ces radios. Mais avec la crise qui a suivi aussi le COVID-19, on a remarqué qu'il y a eu une diminution de l'intervention, au niveau de l'intervention des ONG au niveau de la communication. L'UNESCO a conduit de manière timide, je le dis, depuis quelques années. En fait, ils ont conduit des programmes de formation phare du personnel des radios communautaires. Et en 2021, l'UNESCO a travaillé avec Mediacom pour la mise en ligne de 14 radios. Mais faute de financement continu et de contraintes, la majorité de ces radios n'ont pu maintenir la disponibilité du service en ligne. Ces radios ont bénéficié chacune d'un modem et d'une connexion Internet pour 3 mois, mais il fallait continuer à payer, donc ce qui n'était pas certain.
Elles ont eu aussi un nom de domaine pour une période d'une année qu'il faut encore continuer à payer. Une page d'accueil créée sur le nom de domaine et le hosting qui était inclus, mais l'assistance technique pour une année, bon, après une année, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de radios à continuer à opérer sur online. Bon, les réseaux sociaux, je l'avais dit, et aujourd'hui sont incontournables. Mais comment convertir ou synchroniser les radios avec les réseaux sociaux? Ça prend aussi des ressources. Donc, c'est très difficile parce que pour arriver à la monétisation des programmes sur les réseaux, ça nécessite un investissement. Et un investissement qui est constant parce qu'il faut quand même payer le service d'Internet, il faut payer un technicien pour gérer les services. Donc, ça prend des équipements, ça prend de l'argent, ça prend de l'électricité qu'il faut aussi et un personnel. Et les radios n'ont pas les moyens de faire face à ces dépenses. Monsieur Chanel, vous avez encore 5 minutes. Bon, je vais terminer. Merci pour le rappel. Et en fait, il y a une enquête qu'on a menée en janvier 2021 sur les radios qui nous a permis d'avoir quelques données sur la structure de gestion. Donc, on peut voir qu'il y a 60% des radios ont un comité de gestion et 33% un conseil d'administration. Donc, c'est une bonne chose au niveau de la viabilité de l'organisation administrative. Et pour les salaires, donc, on voit que la majorité des gens qui travaillent dans les radios sont des bénévoles à 71%, et 11% sont des salariés. Donc, c'est pas beaucoup. Et il y a 16% qui sont des producteurs indépendants. Bon, le gros morceau, c'est au niveau de la publicité. Donc, il n'y a pas de revenus au niveau des radios. La publicité, c'est quasi inexistant. Donc, les dons vont pour 7%, 6%, 6,7% des radios et les revenus publicitaires de même pour 6,7%. Donc, ils indiquent qu'ils ont 53,3% de financement divers, mais qui n'est pas spécifié. Donc, les publicités ne peuvent pas concourir la- au fonctionnement régulier et à l'autonomisation des radios. Et donc, moi, je pense que, et je l'ai dit à plusieurs reprises et dans plusieurs forums ou réunions ou encore projets sur les radios communautaires, qu'il faut penser et à identifier les problèmes et liés à la disponibilité et à la viabilité de ces médias. Le cas échéant, leur fournir un appui dans le domaine énergétique, d'accès à l'Internet ou d'équipements de transmission, comme on l'avait fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc, maintenant, le point le plus important pour moi, c'est qu'il faut mettre en place et financer des projets génératifs de revenus pour aider au maintien du personnel sur place et au fonctionnement régulier, à l'autonomisation des radios. Donc, si on n'arrive pas à créer des activités génératives de revenus au sein des radios, on ne pourra pas garantir le fonctionnement régulier de ces radios. Et à ce titre, je pense que M. Keshner-Toussaint pourra nous éclairer sur les activités ou les initiatives prises par la radio des abricots, la radio Voix Paysan Abricots. Et ils ont fait des expériences au niveau de la création de, de la génération de revenus. Donc, il pourra parler de son expérience et son expérience pourra éclairer les autres promoteurs ou responsables
des radios communautaires. Et je vous remercie pour votre attention. Euh, oh, merci. Merci, Monsieur Chanel, pour ce panorama très clair et qui nous donne une très bonne idée des défis auxquels font face les radios communautaires. Et aussi, merci pour vos recommandations. En effet, Monsieur Keshner Toussaint, que je vais vous présenter, a une très bonne expérience de terrain et il est journaliste, il est assistant social et est depuis 1998 directeur général de Radio Voix Paysan à Bricout dans le département de la Grand'Anse. Il a aussi été metteur en ondes, radio et TV. Il est un vrai militant de la mouvance de la communication populaire et radio communautaire et se consacre totalement à cette forme de communication. Il est secrétaire général du réseau média communautaire de la Grand'Anse, Récoméga, qui regroupe 4 radios du département. Il a suivi pas mal de formations en gestion participative, production d'émissions, journaliste d'investigation, journaliste humanitaire, et il a été l'un des bénéficiaires du projet RAMAC, où il avait suivi pas mal de séminaires comme les pratiques démocratiques internes, la couverture électorale, la protection des journalistes, etc. Il a aussi été professeur en sciences sociales et est assistant social pour une organisation locale très active dans la Grand'Anse, qui est l'initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants, IDET, où il encadre des mouvements de jeunes en appui psychosocial dans diverses communes du département de la Grand'Anse. Donc, il va partager avec nous les défis et opportunités auxquels sont confrontés les médias de proximité. Monsieur Toussaint, vous avez la parole. Merci. Donc, je salue le staff du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens et ses partenaires qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire, les panélistes, la modératrice, les web participants, bien entendu. Je suis heureux de partager ce panel avec un journaliste senior, un grand supporter des médias communautaires en Haïti, IMC, pour les intimes Yves-Marie Chanel. Encore une fois, bonjour. Donc, mon intervention sera basée sur mes expériences ou mes 25 ans d'expérience dans la mouvance des radios communautaires en Haïti. Donc, mon intervention sera basée sur mes 25 ans d'expérience dans la mouvance des radios communautaires en Haïti, comme je le dis tout à l'heure. Donc, à côté de Yves-Marie Chanel, je vais explorer avec vous les défis dont font face les radios communautaires haïtiennes et de mettre un peu en exergue les opportunités à exploiter par les médias communautaires en Haïti pour une pérennité et le rôle du radioservice de ces médias de proximité. Pendant ces 2 dernières décennies, de grandes mutations sont enregistrées dans les médias communautaires en Haïti, grâce aux nouvelles technologies, premièrement, et aux nouvelles technologies de l'information et des communications. À rappeler que beaucoup de radios communautaires en Haïti ont pu rattraper le train de l'innovation technologique. Les défis sont de taille tout en tenant compte des régions du pays. Les radios communautaires font face presque aux mêmes défis techniques, économiques, des enjeux politiques aussi, l'instabilité du personnel, donc à savoir les volontaires, des défis aggravés par la crise socio-économique et l'immigration. De surcroît, la crise sécuritaire qui gangrène le pays. Il y a aussi un manque de cadre légal pour les radios communautaires en Haïti. Pour seconder Yves-Marie Chanel, qui a une très bonne compréhension du panorama des médias communautaires en Haïti, on ne peut pas parler de médias, plus précisément de médias communautaires en Haïti, sans faire un peu de typologie, comme vient de faire M. Yves-Marie Chanel, ou par extension un peu de sociologie des médias. En Haïti, on a dans le panorama des médias communautaires. Les médias communautaires, avec une structure démocratique généralement, propriétaire d'une organisation sociale, communautaire ou culturelle, le cas de Radio Voix Paysan à Bricout, le cas de Radio Voix Paysan à Bricout, propriété du MOCTAD, Mouvement culturel d'Aïno pour le développement, le cas de Radio Clos Pierre à Petit-Goâve,
Organisation Paysans Valu, donc, et j'en passe. On a aussi des radios à vocation communautaire. Donc, il faut tenir compte des radios à vocation communautaire, à savoir des radios privées que le citoyen qui aime voir le progrès de sa communauté met à la disposition de sa population comme radio de proximité. Donc, quand on parle de radio de proximité, on voit les radios communautaires à proprement parler, propriété d'une organisation sociale, d'une organisation communautaire ou culturelle, mais on a aussi ces radios de proximité qui font presque le même travail avec les radios communautaires, mais qui sont des radios privées où un citoyen engagé ou un citoyen qui aime sa communauté met à la disposition de sa communauté. À partir de mon expérience, on peut dire qu'une radio communautaire se caractérise par sa gestion participative, ses pratiques internes démocratiques, le volontariat et sa contribution au développement local. Je reprends. À partir de mon expérience durant ces 25 dernières années, donc, une radio communautaire se caractérise par sa gestion participative, ses pratiques internes démocratiques, le volontariat et sa contribution au développement local. La radio communautaire traite l'actualité locale et des éclairages locaux sur les faits d'actualité nationale. Des informations pratiques en lien avec son territoire, qui est très important, les infoservices, informations qui confèrent à la radio communautaire une utilité qui renforce sa légitimité auprès de ses citoyens auditeurs. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un droit que la radio communautaire, étant que radio de proximité, doit faire vivre et garantir à l'échelon de son territoire et de ses habitants. Donner la parole aux auditeurs en valorisant les initiatives de mobilisation citoyenne, valoriser et promouvoir la culture locale, tel est le rôle, telle est la mission d'une radio communautaire. La radio communautaire valorise sa communauté, tout en faisant circuler les informations locales, favorisant d'un coup la cohésion sociale, l'intégration sociale et la participation citoyenne. Dans le cas de Radio Voix Paysans Abricots, radio de proximité, on est un instrument de médiation sociale dans maintes conflits opposant les citoyens auditeurs et le pouvoir public local. Sans oublier la défense de l'égalité de genre, du droit des femmes, en témoigne notre participation étant que membre du réseau des femmes des radios communautaires haïtiennes. Donc, les défis, on peut dire, sont de taille. Donc, la radio communautaire doit tenir sa place au sein d'une communauté en participant à la vie même ou en proposant des solutions aux problèmes que confronte son territoire ou sa communauté. En Haïti, les radios communautaires font face à des défis d'ordre technique. Équipement insuffisant, comme bien, ou pas de trop bonne qualité, donc manque de techniciens. Donc, on peut dire l'expérience avec Yves-Marie Chanel, avec le projet RAMAC, avait vraiment renforcé techniquement les radios communautaires et beaucoup de radios communautaires en jouissent de ces équipements malgré plus de 15 à 20 ans. Donc, des problèmes énergétiques, donc de font face des radios communautaires. Donc, pour nous, à Radio Voix Paysans Abricots, on fonctionne 12 heures sur 24, à savoir de 10 heures du matin à 10 heures du soir, donc à cause des contraintes énergétiques. Yves-Marie Chanel vient de parler de l'instabilité des ressources humaines et aggravée par l'émigration. Le programme Biden, on peut dire, a vraiment saccagé les radios communautaires du point de vue de ressources humaines. Des défis économiques, manque de subventions,
Nous, à Radio Voix Paysan Abricot, nous avons fait face de TAC, une façon de tenir bon la radio. On essaie de trouver plusieurs sources de revenus au sein de la communauté à partir de nos engagements sociaux. Donc, la crise socio-économique réduit d'une façon considérable les participations locales. On peut dire pour nous, à Radio Voix Paysan Abricot, le passage de l'ouragan Mathieu a vraiment réduit la participation de nos citoyens auditeurs dans les ressources financières qui fait fonctionner la radio. Donc, sur ce point, on a un manque à gagner parce que avec le passage de l'ouragan, ça a vraiment appauvri la communauté et ce qui a une incidence vraiment remarquable sur les revenus de la radio. Parce que nous, à Radio Voix Paysan Abricot, on a des clubs d'auditeurs. Donc, et les clubs d'auditeurs, ce sont nos premiers revenus. Parce que les clubs, ils envoient soit par mois, soit par saison, des moyens pécuniaires à la radio pour renforcer ce qu'on appelle notre fonds de soutien. Donc, avec une sorte de paupérisation de la communauté, donc, ça a vraiment un coût ou ça a vraiment une incidence majeure sur les revenus de Radio Voix Paysan Abricot. En temps de défi, on a aussi une cadre légale qui fait défaut aux radios communautaires en Haïti, malgré le dépôt d'un projet de loi sur les radios communautaires déposé au Parlement. Donc, M. Chanel sait très bien parce que l'équipe de Internews avait vraiment participé à l'élaboration de ce projet de loi. Donc, malgré beaucoup de dirigeants de radio communautaires ont fait différentes démarches auprès des élus locaux de leurs circonscriptions respectives pour mettre ce projet de loi dans l'agenda législatif, ça n'était pas au rendez-vous. Donc, l'appropriation des outils de nouvelles technologies, de l'information et des communications offre aux radios communautaires une possibilité de diversifier son programme d'abord, d'accéder à la diaspora et le reste du pays, ce qui démultiplie aussi les auditeurs potentiels. C'est ce que nous avons fait ici à Radio Voix Paysan Abricot après que l'UNESCO nous a accompagnés dans un projet de web. Donc, dans ce cas, près de 14 radios communautaires, comme vient de dire M. Chanel, a trouvé un appui technique pour se lancer sur le web. Donc, à partir de cette expérience, donc, nous avons gagné le cœur de nos concitoyens qui sont à l'extérieur. Et ça a permis un revenu aussi considérable parce que ces auditeurs qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora, ils sont heureux d'entendre la voix de leur communauté. Donc, ils ont emboîté les pas en accompagnant les activités de Radio Voix Paysan. Donc, aller sur le web a vraiment apporté une chose vraiment positive pour nous à Radio Voix Paysan Abricot et je peux dire pour d'autres radios, si on prend le cas dans la grandance de Radio Pipirite, de Radio La Prophétie, donc d'autres radios communautaires qui sont dans notre réseau, donc le réseau Recoméga, le réseau des médias communautaires de la grandance. C'est pourquoi nous avons encouragé d'autres radios communautaires dans d'autres régions de se mettre sur le net. Donc, comme le programme de l'UNESCO était basé sur une année, donc nous, on a fait fonctionner Radio Voix Paysan Abricot à partir de différentes plateformes numériques telles que Zeno Radio, Radio France en ligne, ceux qui ont permis à des enfants du terroir, des enfants des abricots qui sont à Port-au-Prince, qui sont à l'autre bout du monde, de rester en contact avec la communauté via la radio et ce qui nous a permis de gagner leur cœur. Donc, ça, c'est un pas très important et
j'encourage les autres médias communautaires d'embrasser le pas. Parce que avec les nouvelles technologies, la radio communautaire doit être à présent un média numérique pour concurrencer les autres médias. Donc, il faut prendre notre place sur le web d'une façon de continuer à desservir la communauté. Donc, les comptes Facebook, les comptes Instagram, les comptes YouTube sont d'une importance capitale pour les radios communautaires. À partir de cette présence sur les réseaux sociaux, on a une visibilité et aussi on a une interaction entre les fils d'un territoire X où se trouve la radio communautaire avec sa communauté. Donc, la radio communautaire, c'est une radio qui doit être impartiale, vu les enjeux politiques, les enjeux économiques, parce que la radio communautaire, tout en préservant son indépendance, doit diffuser des informations vérifiées et précises, donc un traitement responsable de l'information en tant que radio responsable et radio citoyenne. Inciter les citoyens auditeurs à faire appel à leur intelligence et à leur raison, bannir l'information spectacle qui joue sur l'émotion et suscite la passion. Donc, la radio communautaire a un rôle de participer à la cohésion sociale. Pour que les radios communautaires en Haïti restent présents comme un outil de cohésion et d'intégration sociale, beaucoup d'opportunités sont à exploiter. C'est pourquoi nous, à Radio Voix Paysans Abricots, notre coordination, de temps à autre, on fait marcher notre manège pour voir quelles sont les opportunités à exploiter pour consolider la radio, vu notre expérience de 25 ans qu'on vient de fêter le 28 novembre dernier. Donc, après un quart de siècle, nous avons fait un bilan et voir comment affronter l'autre quart de siècle pour arriver aux 50 ans de Radio Voix Paysans Abricots. Depuis 2005, dans la grandance, donc, on essaie de consolider nos forces via le RECOMEGA. Donc, le réseautage est un élément important pour pérenniser les radios communautaires. Le RECOMEGA demeure une force solidaire, partage d'expériences, échange d'équipements, partage d'informations. Le réseautage est très bon. Consolidation des liens existants entre les radios communautaires et les ONG locales et internationales, les partenaires et les autorités locales nationales. Donc, il faut que les radios communautaires essaient de consolider leurs liens existants entre les ONG locales et internationales et les partenaires, soit des autorités locales ou internationales. Donc, nous, à Radio Voix Paysans Abricots, on a développé nos liens avec d'autres institutions travaillant dans le domaine de la communication populaire ou dans le domaine de la communication en Haïti. Donc, vu nos expériences avec la Société d'animation de communication sociale, SACS, le projet RAMAC, le projet d'Internews, nous avons développé un partenariat avec le PNUD, donc qui nous a doté d'équipements pour notre studio de production. Donc, en tout dernier lieu, avec l'UNESCO, on a vraiment rénover notre studio ici aux Abricots, donc qui fait que nous avons un studio qui n'a rien à envier à ce qui se fait par d'autres radios en Haïti. Donc, il faut que... Vous avez 2 minutes. OK, donc je vais terminer. Donc, avec les réseaux sociaux, serrer les liens avec la diaspora, ce qui va renforcer la coopération en aidant les radios sur le plan économique et matériel. Donc, améliorer les contenus avec des thématiques liées au développement local en valorisant la culture locale. Comme on a souvent dit chez nous à Radio Voix Paysans Abricots, il faut associer la tradition à la modernité. Mais chez nous à Radio Voix Paysans Abricots, notre force, c'est l'accompagnement de la population, surtout dans les moments d'aléa. Donc, le passage du cyclone Sandy, le passage de l'ouragan Matthew, le tremblement de terre du 4 août. Donc, tout ça
Radio Voix Paysan Abricot avec ses émissions spéciales d'information. Donc, nous a permis d'enregistrer moins de dégâts ou de pertes en vie humaine, donc ce qui fait notre force. Donc, on expérimente à présent une sorte de social business. Donc, nous avons un bar au niveau de la radio. Donc, à partir de là, on peut générer des revenus donc, qui permettent le fonctionnement de la radio. Donc, c'est pourquoi tout on fait de partenariat avec d'autres organisations, Fondation Paradis des Indiens, pour la commercialisation de ces produits transformés. Tout ça a permis une rentrée qui a permis une pérennité de Radio Voix Paysan. Donc, pour terminer, les radios communautaires en Haïti se réside la pérennité, bien entendu, des radios communautaires en Haïti se réside dans le renforcement des organisations sociales et communautaires, dans la recherche d'autres sources de revenus et mettre en place des social business, des clubs d'auditeurs qui font des dons réguliers, trouver des subventions auprès des ONG locales et internationales en échange de spots de sensibilisation sur des thématiques liées aux problèmes de changement climatique, de droits humains, des épidémies, dans notre cas, le choléra, malaria, VIH, le coronavirus, pour vraiment terminer, renforcer des équipes de production. Les formations continues sont entre autres des choses à prendre en compte pour que les dirigeants des radios communautaires, dans la perspective d'une pérennité des médias communautaires à vocation ou à vocation communautaire, comme radio de proximité, comme radio citoyenne et locale, pour une culture de paix et de développement durable. Merci à vous tous, une fois de plus, aux organisateurs, aux partenaires, aux panélistes, et je salue Yves-Marie Chanel, donc un grand artisan des radios communautaires en Haïti. Mesdames, Messieurs, merci. Oh, merci, M. Toussaint, et merci de nous avoir exposé tout ça et surtout de donner espoir avec la technologie et l'ouverture sur la diaspora. Et vous avez aussi donné pas mal d'idées pour les activités génératrices de revenus qui pourront peut-être servir à d'autres radios communautaires. Maintenant, nous allons laisser un petit peu Haïti et nous allons en Afrique et nous allons écouter M. Kojo Atase Dovene Kouleté. J'espère que je prononce bien, M. Kouleté. C'est bien correct, il n'y a pas de souci. Très bien. Il est chercheur en communication publique, présentement doctorant en communication publique à l'Université Laval au Québec. Ses champs de spécialisation sont les études du processus d'appropriation des espaces publics médiatiques ainsi que les communautés rurales africaines. Il a enseigné les médias et stratégies de communication à l'Université de Lomé et a occupé plusieurs postes, dont le conseiller en communication près du ministère de la Communication au Togo et directeur général d'une radio communautaire et journaliste reporter à une radio. Et il est membre du comité responsable de la gestion des médias, étudiant de l'Université Laval et membre titulaire du comité du programme doctoral de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche sont la communication publique, les radios communautaires en Afrique, les médias alternatifs et impact du numérique et aussi la communauté imaginée, qui va nous expliquer c'est quoi la communauté imaginée. Et c'est autour de ce thème, il va partager les résultats de sa thèse de doctorat sur les radios communautaires au Togo, comment et à quel niveau se joue l'implication et la participation de la communauté imaginée dans la production des discours médiatiques au sein des radios communautaires conçues pour être une agora de réflexion et de prise de décision. Docteur Kouleté, vous avez la parole. Wow, merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup parce que vous avez fait un gros travail d'identification. Alors, je vais donc vous présenter effectivement ce qui pourrait être les résultats de mes travaux de recherche doctorale qui portent c'est une réflexion qui porte sur les médias et les radios communautaires. Avec votre permission, je vais peut-être partager mon écran et ça va permettre de mieux rationaliser le temps ainsi que ma présentation. Je ne sais pas si le tout est correct. Est-ce que vous me recevez correctement? C'est bon? Parfait. Pour le son, oui, ça va. Est-ce que la présentation aussi, vous l'avez? Oui, oui. Très bien. Alors, donc, pour cette présentation, donc, je rappelle, donc, c'est le fruit de ma recherche doctorale que j'ai présentée, soutenue il y a quelques mois.
Mais j'ai voulu quand même reprendre cette présentation parce que ça me permet en même temps de cadrer un peu avec ce qui fait l'objet de cette présentation, de cette rencontre. Vraiment, je voudrais remercier surtout mes prédécesseurs, Yves-Marie Chanel et puis Kestner Toussaint, parce que vos présentations nourrissent un peu mon intérêt et d'ailleurs s'accordent un peu avec un certain nombre de réalités, de constats que j'ai eu à faire sur le terrain. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a bien des éléments que je vais passer très rapidement dans ma présentation parce que ce serait moins en accord avec ce pourquoi nous sommes ici. Donc, je vais structurer ma présentation autour de quatre éléments essentiels. Donc, je vais parler de l'état des lieux de la recherche scientifique sur les médias communautaires. Je survolerai très rapidement mes intérêts, l'intérêt scientifique de mes travaux. Je ferai un survol du cadre théorique et puis je partagerai avec vous quelques constats. Pour aller plus loin, juste une seconde, le temps de réduire, voilà, parfait. Je voulais faire quand même une petite mise au point. Alors, il faut rappeler que on a quand même cette faiblesse au niveau de la recherche en Afrique à considérer l'Afrique comme un tout, un élément unique. En réalité, c'est tout un continent, c'est très diversifié, c'est 54 États. Donc, je voudrais rappeler quand même que le besoin d'uniformisation que nous constatons dans la recherche ne doit pas faire perdre cette réalité que nous sommes en face d'un continent avec plusieurs réalités. Toutefois, dans le cadre de mon travail, euh, quand je parlerai d'Afrique, entendez plus par là les réalités qui peuvent se retrouver au niveau des pays francophones qui ont été colonisés par la France, bien entendu, et dont les réalités sont plus ou moins semblables. Mon terrain a été particulièrement le Togo, je reviendrai là-dessus. Et puis, si je veux faire une sorte de présentation du système médiatique en Afrique francophone, je présenterai cela en quatre points essentiels. Nous avons ce que j'appelle le système médiatique d'avant-indépendance, qui est alimenté essentiellement par les médias installés par les colonisateurs, notamment la France pour l'Afrique francophone. Puis, à partir de 1960, on va avoir globalement une sorte d'indépendance de la plupart des pays africains, c'est qu'en quatre, enfin, des pays africains francophones particulièrement. Et là, nous allons avoir des systèmes médiatiques d'État parce que l'Afrique s'est retrouvée avec des États fabriqués, avec des communautés, parfois avec des intérêts diversifiés. Et il appartenait donc à ces nouveaux systèmes politiques en place de créer une sorte d'union ou d'État pas avec des communautés qui auparavant se faisaient la guerre, ou du moins qui n'avaient pas toujours des intérêts à cohabiter ensemble. Puis, la troisième étape, pour moi, c'est l'année 90. Elle va être marquée par la libéralisation des ondes. Cela, forcément, il y a à voir un peu avec la chute du mur du Berlin, la perte enfin, cette conséquence issue de la guerre froide et tout ça. Donc, on va avoir une libéralisation des ondes sur le continent africain et puis on va avoir germé de partout un certain nombre de médias privés qui vont prendre un peu plus de place. Et mon dernier temps de structuration serait des années 2010, qui marque un peu ce que j'appelle l'univers des médias augmentés, parce qu'on va avoir de plus en plus de fusionnement, moins de frontières entre les différentes typologies de médias. Nous allons avoir donc des radios qui vont introduire le modèle filmé, nous allons avoir la presse écrite qui va développer l'interface Internet. Et puis, il y a un mélange de genres, en tout cas, ce que j'appelle un peu par l'univers des médias augmentés. Alors, c'est à peu près dans les années 90, donc par la libéralisation des ondes, que nous allons commencer à pointer de regard l'existence des radios communautaires, ce qui nous concerne dans le cadre de cette conférence, qui va, et je le rappelle, être un produit des organisations internationales et du paradigme dominant. J'en parle parce que c'est important, ça va vous permettre de comprendre un peu la philosophie dans laquelle s'implantent les radios communautaires en Afrique, parce que la radio communautaire, il faut se le dire, elle vient quand même, elle nous vient de l'Amérique latine avec les premières radios Stanteza, par exemple, qui était une radio populaire et qui visait à rendre la parole démocratique en quelque sorte pour des mouvements ou des populations qui étaient exclues de l'industrie médiatique. C'est une radio qui va prendre beaucoup d'importance, puis ça va se développer beaucoup en Amérique latine, ça va embraser les États-Unis dans les années 50, et puis finalement le monde occidental aussi, à l'exception de la France, qui va essayer d'éviter plus la notion de communautaire, il va parler plus de questions de radio associative ou de radio libre. Ceci dit donc, dans une vision de vouloir utiliser ces médias pour opérer un processus de rattrapage
pour régler les problèmes de développement en Afrique. Ces radios-là donc vont être portées par les organisations internationales, notamment l'ONU, avec tous ces démembrements au niveau de ces différentes directions. Et on va avoir donc cette course effrénée qui va se réaliser en Afrique au début des années 2000 avec le financement et l'implantation de plusieurs radios sur le continent africain, mais dans un seul but, celui d'opérer le rattrapage développementaliste en fait. Donc, je vous en reparlerai plus en détail. Alors, ceci dit, donc, quel est l'état des lieux de la recherche scientifique sur les médias communautaires, spécialement sur le continent africain? Je fais trois constats dans mes travaux, à l'issue de mes recherches. C'est qu'il y a une prééminence des travaux et des études technico-développementalistes. Et ça, je l'ai constaté un peu aussi dans la présentation, que ce soit de M. Yves-Marie tantôt ou de Kirchner-Toussaint en Haïti aussi. C'est qu'à chaque fois qu'on va parler des radios communautaires, il n'y a qu'un seul objectif, celui de développer des communautés, celui de permettre à des populations d'avoir une sorte d'appropriation de leur espace, de s'autodéterminer et de tendre vers le développement. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté dans la littérature scientifique et qui, de mon point de vue, laisse d'un côté un important champ de recherche qui, normalement, aurait dû être assez suffisamment mis de l'avant, qui est le volet en lien avec l'existence même d'une radio qui donne de la place à des populations qui prennent en charge leur propre outil de communication et qui vont l'utiliser pour leur propre finalité. Nous avons également un suréclairage de l'objet médiatique, une sorte de vision que j'appelle fantasmagorique de la radio, comme s'il suffisait de mettre en place une radio communautaire dans une zone géographique pour que subitement cette zone-là se mette à se développer. Et un troisième élément, d'ailleurs, qui va être le cœur de ma recherche, c'est cette invisibilisation du public de la radio communautaire. Ce public-là disparaît dans la recherche scientifique d'une manière assez surprenante, où on va mettre seulement en lumière la radio, comment la radio va fonctionner. On va beaucoup s'intéresser à comment cette radio permet aux gens de se développer, de régler leurs problèmes de famine, de malaria, de vaccination, de changement de comportement et autres. Donc, moi, je vais mettre plutôt ma lumière sur le public de la radio communautaire et en mettant ma lumière sur ce public qui était un peu pas mal absent dans la littérature, l'idée, c'est de voir quelles sont les formes que prennent ce public quand on parle de ces communautés, quels sont les mécanismes de mobilisation, de participation de cette communauté ou des auditeurs et quels sont les pouvoirs en réalité que ces communautés-là disposent dans le fonctionnement, la gestion, l'administration et la viabilité de leur radio communautaire. Donc, ma question principale, elle était tantôt dans la présentation. Je voulais voir à peu près à quel niveau se joue l'implication de cette communauté. Imaginez, je reviendrai là-dessus, dans la production de ces discours médiatiques au sein des radios communautaires. J'explore deux pistes pour cette présentation, j'en ai supprimé certains. Donc, c'est essentiellement le fait que je présume d'une exclusion du public du processus de co-construction des radios communautaires. Et secondo, j'essaie d'explorer le fait que le public qui est censé être actif, malheureusement, pour qu'il puisse exister, ce public dans le fonctionnement de sa radio, ce public doit presque braconner, malheureusement. Dans mes travaux, j'explore un certain nombre d'éléments théoriques. Ici, je présenterai simplement le fait que mes travaux s'inscrivent beaucoup plus dans une approche des études de la réception. Parce que cette approche-là nous permet de mettre notre lumière sur la communauté, le public ou les auditeurs et de laisser un tout petit peu en pénombre l'outil radiophonique elle-même pour corriger un peu ce déséquilibre que nous constatons au niveau de la littérature scientifique. Je vous passe un peu les détails en lien avec le positionnement qui induit mes travaux de recherche du point de vue de la réception pour vous parler quand même du concept de radio communautaire. Et c'est très intéressant aussi de vous en parler parce que j'ai constaté ça dans la recherche dans la présentation tantôt de M. Kirchner-Toussaint qui parlait de radio communautaire et de radio à vocation communautaire. Moi, je constate simplement qu'il y a une notion de plurissence, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas, de mon point de vue, un idéal type, une sorte de radio communautaire qu'on identifierait de suite dans tous les territoires. Pour moi, ça reste un concept encore non stabilisé, c'est-à-dire du point de vue de la recherche scientifique, on comprend un peu les principes de base, mais du point de vue empirique, il reste, de mon point de vue, assez difficile d'identifier les radios communautaires sur le terrain. On parle quand même de 20 000 à peu près radios communautaires sur des données de 2001. J'imagine qu'en rendu aujourd'hui, 20 ans plus tard, on pourrait ajouter facilement une 10 000 à ce chiffre de radios communautaires dans le monde.
Et comme je vous disais tantôt, la difficulté à pouvoir identifier clairement la radio communautaire du point de vue empirique tient du fait que nous avons par exemple des notions de radio rurale, radio locale, radio alternative, radio indépendante, radio éducative, radio de proximité, de quartier, paysanne, tantôt dans le cas de Kirchner-Toussaint, de radio libre, de radio des sans-voix, des radios participatives, tiers secteur, confessionnel, populaire. Et même en Afrique, majoritairement, nous aurons des radios rurales, locales et communautaires. Vous voyez donc que nous sommes face à un pléthore de nominations qui ne nous aident pas du point de vue empirique à identifier la radio communautaire. Deuxième élément que je voudrais quand même rappeler, c'est que il faut partir sur des principes finalement. Comme on n'est pas capable de l'identifier comme outil empirique sur le terrain, il faut partir sur des principes. Je vous en propose trois. Le premier, c'est que ce sont des radios qui sont conçues pour donner la parole prioritairement à une population elle-même sous-représentée dans l'industrie médiatique. Deuxièmement, je trouve, et puis pour continuer sur cet aspect, je trouve que la prise de parole qui, si elle se confirme, devient un indicateur important de l'élargissement de l'espace médiatique. Le deuxième élément, c'est que ce sont des radios qui doivent rentrer forcément et obligatoirement dans la coproduction du contenu médiatique et dans la diffusion des contenus des contenus qui eux-mêmes sont absents aussi au niveau de l'industrie médiatique, créant de ce fait des espaces que nous appelons des espaces subalternes pour tirer parti des travaux de Nancy Fraser. Et puis le troisième élément que je voudrais ajouter, ça doit être forcément des radios gérées par la communauté et pour l'intérêt de la communauté. Si ces trois principes, de mon point de vue, sont rassemblés, maintenant, pour le chercheur, je pense qu'il est plus facile maintenant de dire, OK, je vais laisser de côté le statut légal et puis je serai en mesure d'identifier ce que c'est qu'une radio communautaire. Le deuxième élément pour moi, c'est donc le public, je vous en parlais tantôt, mais j'ai constaté ça du point de vue sur le continent, c'est que on va s'entendre pour ne pas parler de public quand on parle de radio communautaire, mais on va s'entendre pour parler de communauté. Et cette représentation, elle s'est transformée un peu dans la littérature scientifique et tout le monde va se mettre à parler de communauté comme étant ce public ou ces auditeurs-là qui écoutent les radios communautaires. Toutefois, il faut faire attention parce que la notion de communauté elle-même aussi n'est pas une communauté stabilisée du point de vue de la recherche scientifique. Et je tiens pour preuve des travaux de Latito, par exemple, qui pense que c'est un mot fourre-tout. Il y a Geiger qui propose sa suppression. Il y a même des gens qui recommandent même carrément de ne pas utiliser ce concept dans les travaux scientifiques. En tout état de cause, pour moi, la communauté va renvoyer à l'identification des éléments distinctifs, que ce soit culturel, professionnel, linguistique, géographique. Par exemple, si on parle créole ici, ça permet déjà de fait d'exclure un certain nombre de personnes et de dire je parle à ce type de communauté-là qui comprend cet élément linguistique. Mais du point de vue de la recherche, comment est-ce qu'on identifie des personnes qui sont susceptibles d'être catégorisées comme faisant partie d'une communauté au nom ou non d'une radio communautaire? Et comment est-ce qu'on identifie la frontière entre une communauté et les autres? C'est ce qui m'amène un peu, et à cause de la faiblesse de la notion de communauté, à recourir à la notion de communauté imaginée, qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais que j'emprunte à un chercheur de Benedict Anderson, mais que je vais reconceptualiser à ma manière pour identifier finalement de qui l'on parle quand on veut étudier les radios communautaires. Et là, je vais proposer un certain nombre d'éléments. Je permettrai de passer très rapidement là-dessus. Mais entre autres, c'est que il faudrait, je prendrai le dernier élément, pour être membre, pour se revendiquer être membre d'une radio communautaire, il faut obéir à ces trois principes qui sont le principe de l'adhésion identitaire, se reconnaître donc dans le contenu de sa radio et dire, bon, ok, cette radio, elle me parle, je me retrouve dans ce contenu. Il faut être impliqué également, donc faire des démarches d'implication, ça peut être la contribution financière, avoir une carte, appeler régulièrement et autres, mener des actions, participer donc à l'ensemble des actions que va initier la radio, ou encore ça peut être un besoin de tangibilité, c'est-à-dire que je n'écoute pas la radio dans mon coin et puis écoute, cette écoute-là ne fait pas de moi un membre de la communauté imaginée, mais ça nécessite des actions de visibilité. Bon, je vous passe les détails très théoriques sur ces questions pour finalement aborder la question de la méthodologie que j'emprunte souvent dans le cadre de ma recherche. C'est une approche que je mène souvent sur une approche constitutiviste. Donc, dans le cadre de ma recherche, je me suis rendu au Togo. Et ce petit pays d'Afrique, vous le verrez en rouge sur ma présentation, avec, vous voyez, toute cette grandeur du continent. Donc, il faut
faut se garder une humilité quand on parle de l'Afrique pour pouvoir, au nom de l'Afrique. Et j'ai retenu 3 radios communautaires où je suis parti faire de l'approche pratiquement ethnographique. J'ai résidé dans les radios, j'ai vu comment est-ce qu'elles produisaient les émissions, comment est-ce qu'elles étaient organisées, quelles étaient les structures, comment est-ce qu'elles impliquaient le public, comment est-ce qu'elles donnaient de la place à cette communauté imaginée, etc., etc. Alors, tout cet élément, donc, m'a amené à créer des ensembles. J'ai des ensembles des radios. J'ai eu une seconde ensemble qui regroupe les émissions interactives réalisées à l'intérieur de ces radios. D'autres ensembles concernent maintenant la communauté, comment est-ce que j'identifie ces acteurs-là, puis un quatrième ensemble qui va regrouper les acteurs et les espaces radiophoniques. Ce qui me semble important à présenter, c'est plutôt les constats. Le premier constat que j'ai fait sur le terrain, c'est que quand on analyse les programmes des radios communautaires en Afrique francophone, c'est que ce programme-là, ce programme-là n'est pas du tout en phase avec ce qu'on lit dans la littérature scientifique sur les radios communautaires. Vous avez par exemple le divertissement qui occupe presque 30% du temps d'antenne et vous avez des émissions culturelles qui évoluent entre 1% et à peine 4%. Et là, on parle des radios communautaires qui sont censées être des radios de coproduction, prises en charge par les communautés elles-mêmes. Donc, il y a un déphasage que j'ai constaté. Le second déphasage, c'est que quand vous voyez le temps d'espace à consacrer à la participation, contrairement à ce qu'on dit dans la littérature, c'est à peine 30% du temps d'antenne de la radio communautaire qui est consacré à la participation, contre 70% qui est un espace que j'appelle un espace verrouillé. Le troisième constat, c'est qu'au niveau de la production linguistique, c'est quand même 55% des émissions qui se tiennent en langue française sur des radios communautaires pour des populations majoritairement analphabètes, avec très peu de personnes instruites. Ça pose quand même à réfléchir. Et puis, du point de vue des langues locales, seuls 32% des émissions se déroulent ou se concrétisent dans des langues locales pour les communautés. Le quatrième constat, c'est en lien avec les émissions interactives. Je les ai quand même trouvées des émissions très, très intéressantes qui mobilisent une forte participation avec des questions très concrètes sur la dot, le mariage, les funérailles, le vivre ensemble, des questions des questions vraiment liées avec les besoins des communautés. Le cinquième constat, c'est celui d'une instrumentalisation du fait développementaliste. Je vais peut-être gratiner un peu mes collaborateurs du panel en disant que ce que je constate, c'est que nous avons des radios qui ont refusé le financement au vertical, horizontal plutôt, excusez-moi, qui ont refusé également volontairement d'aller chercher cette redevabilité au niveau de la population. Mais nous avons plus des radios communautaires qui vont se tourner vers le financement vertical qui est celui qui vient majoritairement des organisations de développement. C'est normal parce que ce sont ces organisations qui ont présidé à leur mise en place. Du coup, on se retrouve dans un confort qui fait que nous avons l'État qui sait que ces radios, OK, on va vous mettre en place, vous allez contribuer au développement. Nous avons des ONG qui vont obtenir soit des financements internationaux et puis qui vont refiler une partie à la radio et la radio elle-même qui se coupe de ce besoin d'aller chercher le financement auprès de la communauté elle-même et qui va tout simplement s'entendre avec les organisations de développement pour imposer, je le mets entre guillemets, des programmes qui ne sont ni adaptés, ni conformes aux besoins des communautés et qui, à bout de ligne, ne permettent même pas de répondre aux besoins de développement. Nous pourrons en reparler dans les débats. J'en analyse 3 types de marchandisation. Pour moi, il y a la marchandisation stratégique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu les émissions de développement pour aller chercher de l'argent des partenaires internationaux. Il y a la marchandisation directe, donc la part de publicité qui va être tout le temps présente. Et puis, cette part de marchandisation développementaliste dont je venais de vous en parler tantôt. Au niveau de ma communauté imaginée, je regroupe quand même 3. Il y a les publics participants, ceux qui vont régulièrement appeler à la radio, participer. Il y a le public producteur, bénévole essentiellement. Et puis le public visible, c'est ces personnes-là qui ne s'affichent pas directement dans les programmes de radio, mais qui vont faire l'essentiel des efforts pour soit passer physiquement à la radio pour rencontrer les animateurs ou pour rencontrer les animateurs dans la rue, dans les cabarets et autres. Ben, du point de vue du braconnage, je n'en parlerai pas trop ici, mais je vous dirai quoi retenir un peu de ma recherche, de mes travaux. C'est que pour moi, il n'existe pas une radio communautaire finie. Il n'existe pas de radio communautaire finie, ni par le fait théorique pour moi, ni par le fait empirique. Pour moi, nous n'avons que des radios communautaires en mouvement
c'est un idéal, c'est une tendance, mais cette réalité-là, pour moi, elle n'est pas encore accomplie. Deuxièmement, je pense que la communauté imaginée, de mon point de vue, donc ces auditeurs restent majoritairement instrumentalisés. Et ce sont des gens qui sont dominés par une logique constructiviste, le tout issu du paradigme dominant, qui, je le rappelle, quand même a été publicité par les travaux de Liner Ishram, financés par les systèmes des Nations Unies dans les années 58. Même si cette logique-là a été remise en cause, malheureusement, elle reste encore très présente. Et puis le troisième élément que je voudrais partager, c'est que nous avons une communauté imaginée discursive, c'est-à-dire que nous avons des auditeurs qui vont s'attacher à des émissions et moins à l'entité radio, et donc du coup ne se sentent pas impliqués, concernés par leur radio communautaire et ne veulent donc pas y participer financièrement à sa survie. Et enfin, de mon point de vue, nous avons plus sur le continent africain des radios à la carte. Quand je parle de radios à la carte, pour moi, ce sont finalement des radios qui vont reprendre des programmes de Radio France Internationale, de La Voix de l'Amérique et autres, par exemple, qui vont consacrer des parts importantes de leur temps d'antenne à des émissions confessionnelles, qui vont faire entre-temps des radios, qui vont être entre-temps des radios commerciales, entre-temps envoyer des radios d'actualité pour reprendre des programmes qui ne disent pas grand-chose à leur communauté, ou peut-être finalement qui vont être des radios de type développementaliste et donc être purement des courroies de transmission d'un top-down ou d'un modèle de développement importé qu'on veut imposer à des communautés locales qui ne s'y retrouvent pas. Voilà un peu ce que je voudrais présenter avec vous dans le cadre de cette conférence. Et évidemment, je suis bien intéressé à ce qu'on puisse poursuivre les débats pour approfondir ces aspects. Wow. Merci. Merci, professeur. Vraiment, c'est très riche tout ce que vous dites là. Et je suis sûre que c'est pas seulement les participants qui vont vouloir poser des questions, mais même les panélistes et aussi les membres du centre, parce que c'est quand même nouveau pour nous de la façon que vous présentez ça. Alors, nous allons passer aux questions. S'il y en a parmi vous dans l'Assemblée qui voudraient poser des questions, vous n'avez qu'à lever la main. Et s'il faut qu'on vous accorde la parole, on pourra vous donner la parole avec le micro. Ou si quelqu'un d'autre voudrait poser des questions. S'il n'y en a pas, moi, je vais faire un commentaire. Je vois que vous nous présentez ces radios comme une nébuleuse, pratiquement. Et c'est comme des radios communautaires participatives sans participation. Et en gros, et ça nous interpelle, bien sûr. Wilgerson, tu voudrais dire quelque chose? Non, non, je te laisse parler avant et ensuite, j'ai juste Bon, à... je réfléchis, je réagis un petit peu spontanément parce que je suis un petit peu Ah, secouée par c'est bien, ce qui a tu le été fais. dit. Mais je pense que s'il y a d'autres personnes qui voulaient réagir, ce serait bien. Non, non, moi, j'allais surtout souligner un constat que j'ai fait tout au long de la présentation. J'ai comme l'impression que j'ai pas ressenti nos intervenants ont souligné je dirais, l'acquisition des médias ou bien cette tentative ou bien cette envie, ce désir d'accaparer les médias par le milieu politique. Je parle des médias communautaires. Je sais que le public même de ces communautés représente des outils aussi électoraux. Donc, pour les leaders politiques, j'ai comme l'impression qu'on a un peu occulté cette partie-là. Je voudrais savoir comment nos intervenants voient cette tendance ou bien ce désir des politiques à mettre la main sur les médias communautaires pour asseoir leur pouvoir dans les espaces ou bien dans les milieux régionaux comme ça. Je ne sais pas, c'est juste un élément parmi tous les éléments que je pourrais aborder, mais je voudrais vraiment avoir une petite réaction là-dessus. Peut-être après. Mais non, M. Chanel avait mentionné ça. Et je pense que quand le docteur Kouleté parle d'instrumentalisation, je pense que c'est peut-être un petit peu ça, non? Exactement, oui, parce que le politique, il faut dire que c'était des populations qui échappent un peu à l'industrie médiatique nationale. C'est-à-dire que il y a quand même des zones désertiques ou de désert de diffusion où il y a que, par exemple, des radios communautaires qui alimentent ces espaces-là. Évidemment, ce sont des personnes qui intéressent beaucoup le politique, c'est sûr. J'en ai beaucoup parlé dans mes travaux parce que le politique, soit
parce que le politique veut mettre un peu la main sur, sur ce bastion. Donc, on va, par exemple, à l'approche des périodes électorales et autres, on va essayer de faire des dons, des financements pour soit améliorer le matériel de diffusion, le matériel de production. Évidemment, tout ça là n'est pas dénué d'intérêt. C'est qu'en bout de ligne, on veut d'une manière ou d'une autre, obtenir l'assentiment à la fois des producteurs, des animateurs de ces radios, mais in fine, l'objectif, c'est qu'on mette en lumière un peu plus l'outil politique ou la propagande politique. Et deuxième élément aussi, c'est que je crois que mon collègue en parlait tantôt, c'est que nous avons aussi des politiques qui sont des outils qui ont beaucoup d'accès à des financements. Et donc, évidemment, à travers leur volonté de pouvoir aider la radio, on s'entend que derrière, il y a une bonne volonté de vouloir prendre main sur ces outils-là et ces outils médiatiques et essayer petitement de pouvoir obtenir des voix politiques pour d'autres finalités. C'est ça. Monsieur Chanel, vous aimeriez compléter par rapport à la réalité en Haïti? Et en Haïti, la situation est différente. En Haïti, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les promoteurs, des promoteurs, pas les, mais des promoteurs au niveau de certaines radios communautaires qui se sont convertis en politique et qui sont devenus candidats en fait ou élus et locaux ou même au niveau national comme députés ou sénateurs, des gens qui proviennent des radios communautaires, qui ont profité de leur présence, de leur passage à une radio communautaire pour faire, et en fait, ils ont utilisé les acquis et cette popularité pour se projeter comme des politiques. Il y a des fois une bataille au niveau même de certaines radios entre des courants politiques. Il y a ensuite des politiques qui essaient de conquérir ou de s'approprier de la radio communautaire existante. Et le dernier cas de figure, des politiques qui ont les moyens qui créent leur propre radio et qu'ils baptisent communautaires, mais qui sont, comme je l'ai dit tantôt, des radios à caractère communautaire, parce qu'ils n'ont pas la propriété communautaire, ils n'ont pas le fonctionnement selon les critères d'une radio communautaire, sinon qu'ils donnent des services communautaires et mettent et produisent des émissions qui peuvent aider à la communauté. Donc, c'est ainsi que se présente cette situation en Haïti. Mhm. Monsieur Toussaint, est-ce que vous auriez Ah, quelque chose à ajouter? oui, c'est pourquoi j'avais dit que il faut que la radio communautaire préserve son indépendance. Donc, c'est pourquoi que la radio communautaire doit trouver des sources de revenus pour faire l'acquisition de ces matériels, ça qui va donner à la radio communautaire une indépendance et cette indépendance le mettra en abri avec les hommes, avec le politique, parce que l'aura des radios communautaires donc, est envisagé par les politiques. Et parfois, on a des politiques qui ont mis sous pied des radios et se disent des radios communautaires. Donc, c'est pourquoi que je dis on a des radios communautaires, on a des radios à vocation communautaire. Mais en fait, il y a un cas bien spécifique dont je vais faire mention. Il y a la situation dans Deno à un certain moment où Ouais. des gens qui faisaient partie d'organisations politiques ont mis sur pied des radios communautaires. Donc, on parle du cas de Correga, par exemple. À Anse-Deno, il y a eu la radio Rebelle qui Radio était Rebelle et Radio Pipiri. et puis, Et Radio Pipiri. Wedel était mise en place par des personnes venant de l'OPL De et qui, l'OPL. qui sont ensuite passés comme députés de Anzeno. Et en face, Pipirit était membre du Corriga. Donc, il y a eu même des scènes violentes dans la région. On a dû intervenir pour faire la médiation entre ces deux groupes. Et quand il fallait, quand j'étais dans le projet Ramac, et quand il fallait aider les radios, on avait décidé d'aider les deux radios et non pas choisir d'aider une radio au détriment de l'autre parce qu'il y avait cette rivalité-là dont on voulait aider à pacifier un petit peu
la zone avec cette situation de tension qui régnait de temps en temps entre les deux radios, alimentée par des politiques au sein des radios. C'était en Merci. fait le même cas pour Dame Marie. OK. D'accord. Monsieur Smith-Augustin, vous avez une question? Oui, merci. Et bon, toujours félicitations au panel. Moi, j'ai beaucoup apprécié les présentations. Un remerciement spécial à M. Chanel, qui est pratiquement mon cavalier polka, pour tout ce qui est un peu la diffusion de la question de la population haïtienne en République dominicaine, etc. Donc, j'ai une question pour chacun des intervenants. D'abord, M. Chanel, j'aimerais un peu avoir son opinion et vu sa vision globale de la situation des radios communautaires, comment lui-même il évalue cette fuite de cerveau, notamment pour ce qui est des techniciens qui laissent le pays, ces techniciens qui vont dans la diaspora, etc. Mais et en même temps, et à partir de la présentation de M. Toussaint, on voit que c'est aussi une population qui va contribuer d'une manière ou d'une autre. Et vu la participation de cette nouvelle population de la diaspora qui va soutenir la communauté en étant à l'extérieur. Donc, M. Toussaint avait bien précisé comment ils ont embrassé les nouvelles technologies de l'information pour pouvoir assurer une certaine survie même de la radio communautaire. Donc, je voudrais avoir un peu son point de vue sur cette question-là qui est douloureuse, non? La fuite de cerveau à partir d'un programme qui est supposé, enfin, on sait bien que c'est faux, supposé soutenir les populations locales en difficulté. Maintenant, pour M. Toussaint, mais ça me paraît intéressant, bon, la question de la migration m'intéresse beaucoup. Je voudrais, s'il pouvait intervenir un petit peu sur comment cela affecte le contenu de la production radiophonique, c'est-à-dire pour les radios communautaires. On fait concept que la radio communautaire n'existe pas et pour la communauté, généralement adresse des questions de dimension locale. Maintenant, avoir cette ouverture vers l'extérieur, est-ce que cela affecte le contenu de la production, de la diffusion d'informations, etc.? Comment cela affecte ce contenu-là et en quoi ça élargit cette communauté imaginée dont parlait M. Atassé, ça crée un changement dans le public comment ça change les choses. Deuxième niveau de question, mais est-ce que, et ça me paraît très intéressant, hein, les relations avec le financement d'État, parce que ne serait-ce que pour la vocation développementaliste de radio communautaire, est-ce que dans le cadre, je sais que le cadre légal en Haïti en général est insuffisant, d'autant plus qu'on a parlé du cadre légal qui est en souffrance, de l'avant-projet de loi qui est en souffrance au niveau du Parlement, est-ce qu'il y a forcément un financement du côté de l'État? Parce que je sais comment ça fonctionne. En Haïti, il y a une exploitation politique des structures sociales délaissées parce que le candidat, il veut financer lui-même pour qu'il puisse, dans les élections, exploiter la faiblesse de la structure à des fins électorales. Donc, pour empêcher tout cela, est-ce qu'il y a quand même un mécanisme de financement légal, officiel de l'État à travers, je ne sais pas, du ministère de la Culture ou du ministère de la Communication, où vraiment les radios communautaires sont abandonnées à elles-mêmes, donc à la communauté ou à d'autres bienfaiteurs, je ne sais pas, de quelque nature que ce soit. Maintenant, ma question pour monsieur Atassé, je vois c'est très intéressant sa recherche, il y a un fondement sociologique assez intéressant. Bon, déjà, la notion de la communauté imaginée, qui est une réflexion sur le public de ces radios communautaires. Je voulais un peu, comment, dans cette structure, dans cette société-là, où le social est quand même assez fragile. Donc, puisque la vocation des radios communautaires est d'être fait gouverner, enfin, la vocation démocratique, je dirais, des radios communautaires, et comment ils voient ce rapport, comment se définit cette relation entre la gestion de la communauté et le social dans des sociétés où la gouvernance associative est assez faible.
enfin, dans ses recherches, comment il évalue ça, comment il voit ça, parce que tant qu'il n'y a pas une puissance associative, c'est-à-dire une puissance de gouvernance associative, c'est des structures intéressantes, mais vraiment très faibles et très marginales. Je ne sais pas s'il a, il a un peu poussé ses réflexions à ce niveau-là. Mais en gros, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Pour moi, je ne connais pas le domaine, mais vraiment, hein, c'est intéressant de s'initier comme ça dans ces sujets à partir des experts de votre dimension. Merci beaucoup. Et nous allons commencer par M. Chanel. Bon, merci, Monsieur Augustin, et bienvenue à cette conférence. Bon, en fait, la réponse, vous l'avez vous-même donnée. Vous avez dit que la fuite de cerveau était douloureuse. La fuite de cerveau est inquiétante aussi, parce que ce sont les hommes, ce sont les cerveaux qui construisent le pays. Donc là, on est en grande difficulté. Et hier encore, il y a un directeur de radio qui vit en Floride qui m'a appelé pour me demander si je pouvais lui recommander quelques techniciens et producteur pour sa radio parce qu'il est aussi victime de cette fuite de cerveau. La majorité des gens qui travaillaient, par exemple, c'est une radio très connue, Radio Méga, donc on laissait le pays. Il est difficile de trouver des gens formés et la majorité des gens qui sont disponibles ont une formation approximative. Donc, d'où un impact sur la qualité de la diffusion, la qualité des programmes. Déjà, on n'avait pas de techniciens et de beaucoup de techniciens qualifiés pour l'installation des équipements et encore moins pour la réparation. Moi, je répare mes équipements en République dominicaine et à Miami. Donc, ça vous donne un coût supplémentaire. Bon, il n'y a pas de laboratoire spécialisé pour la réparation des équipements en Haïti. Et je me rappelle que lors du tremblement de terre de 2010, on travaillait avec Reporters sans frontières sur un projet avec la Fondation DOA, mais qui n'avait pas abouti. Mais à ce moment-là, la mise en place d'un laboratoire de réparation coûterait approximativement 60 000 $. Donc, j'avais vu qu'on pouvait mettre un projet en place et un laboratoire qui servirait à tous les techniciens. Les techniciens n'ayant pas la possibilité de s'acheter les équipements ou pour la réparation des équipements pourraient louer une heure et travailler à ce laboratoire d'après le concept on avait pris. Mais ça n'avait pas abouti. Mais pour le moment, on est dans cette situation. Et il y a un volet de la question que je voudrais répondre aussi en ce qui concerne la subvention. Il n'y a pas de loi sur les radios communautaires. Et la loi même sur les communications, la loi haïtienne est désuète. C'est une loi qui date de 1978 et aujourd'hui, cette loi ne tient même pas compte des avancées technologiques. Quand vous parlez des radios en ligne, des médias en ligne, de tout ce qui est en ligne, de tout ce qui est NTIC, il n'y a pas de prise en compte de ces aspects. Vous voyez ce qui se fait sur les réseaux sociaux, la non-délimitation et le non-contrôle des réseaux. Il n'y a pas de limite sur les réseaux, je pourrais dire, parce que les gens disent n'importe quoi, diffament et donnent de fausses informations. Sur les réseaux, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas il n'y a pas de législation à ce niveau. Et la loi sur la communication est muette sur tout ce qui est moderne. Donc, en termes de subvention, l'État haïtien ne subventionne aucune radio. En réalité, moi, je pense que l'État haïtien pourrait subventionner même des radios privées parce que la radio en tant que telle n'est pas une entreprise, à part quelques radios qui sont rentables, qui sont basées particulièrement à la capitale. Et les gens qui font de la radio ne vivent pas de cette entreprise. Parce qu'en en fait, les publicités n'arrivent pas dans les régions et les publicités ne sont pas octroyées sur la base du mérite. Les publicités sont plutôt octroyées sur la base du copinage.
mais pas sur l'audimat. Il n'y a pas d'études sur l'audimat, sur la couverture des médias. Donc, ce qui fait que, il y a une différence allant jusqu'à 100% et sur moins 100% sur, entre Port-au-Prince et les régions. Une publicité qui te paie à 100 et $120 les 15 ou 30 secondes les 30 secondes à Port-au-Prince se paie à moins de $3 ou $5 dans les provinces. Donc, cette situation est pénible et je pense que l'État haïtien pourrait, par exemple, subventionner les radios, même des radios privées ou des radios communautaires sur la base du quota de production d'émissions à caractère éducatif. C'est dans un programme assez large d'éducation populaire, d'éducation civique ou environnementale, par exemple. D'accord. Monsieur Toussaint? Oui, on peut dire que la fuite de cerveau affecte vraiment l'ensemble des médias, donc, pour ne pas dire les médias communautaires. Si on prend le cas de Radio Voix Paysan Abricot, on a deux de nos, on peut dire, techniciens, de nos animateurs qui sont partis dernièrement. Donc, mais on est obligé d'utiliser les nouvelles technologies, donc de nous envoyer, nous utilisons le WhatsApp. Donc, ils envoient l'émission par WhatsApp. Donc, nous, au studio, on fait l'habillage. Donc, on essaie de pallier à la situation. Si on prend le cas de notre émission sur le doigt, donc, donc l'animateur de cette émission, l'avocat est parti. Donc, il est obligé de nous envoyer des voice WhatsApp qui parlent de sujets bien déterminés. Et nous, au studio de production, on essaie d'habiller, de reconstituer l'émission donc pour continuer à servir la population. Donc, pour la question de financement, donc IMC vient de dire ça, donc l'État ne finance pas ou bien ne subventionne pas vraiment les radios communautaires. Donc, à part quand il y a une campagne, soit de sensibilisation ou bien une campagne de vaccination, on passe des spots. Donc, on donne quelque chose, mais pas vraiment un financement étatique. Et c'est pourquoi que pour rester pérenne, la radio communautaire doit trouver dans la localité, donc doit trouver au sein des habitants de sa communauté un moyen de pallier à ce problème financier. C'est pourquoi que les réseaux sociaux donc, sont très utiles. Parce qu'à partir de là, par exemple, quand on fait un live sur une activité culturelle ou bien une fête patronale dans la localité, dans ce cas, un enfant des abricots qui se trouve à l'extérieur, il se sent connecté avec sa communauté. Donc, ça lui donne un sentiment, quand on veut faire quelque chose, d'aider la radio parce qu'il voit que des États-Unis, du Canada qu'il est, donc il est en contact avec sa communauté. C'est pourquoi que je dis qu'à présent, la radio communautaire doit être numérique, essayer d'avoir une plateforme numérique sur les réseaux sociaux pour pouvoir se connecter avec les fils du terroir qui sont partis et avec la crise sécuritaire qui gangrène le pays, donc beaucoup de personnes quittent le pays pour se rendre dans d'autres pays. Donc nous, étant que radio communautaire, on est obligé de trouver une dynamique de capter ce citoyen auditeur, de capter ce fils de la communauté et de rester en contact avec la radio communautaire locale. Merci. Merci, M. Toussaint. Docteur Kouleté? Oui, je vais juste rebondir un peu juste sur la question du modèle économique. Même en Afrique, c'est un modèle économique qui reste instable. Majoritairement, je dirais que les radios communautaires fonctionnent encore beaucoup par le biais du financement international. C'est quand, notamment, je pense à l'OIF qui a, par exemple, contribué à la mise en place de plusieurs radios communautaires en Afrique francophone. C'est l'OIF qui finance la mise en place, le matériel et même parfois même les frais de gestion de ces radios. Et évidemment, avec la situation internationale et la faiblesse de la mobilisation de l'aide internationale, évidemment, les radios communautaires payent le prix fort. J'ai quand même constaté au Togo que je ne sais pas si ça reste aussi faible comme contribution, c'est le fait que nous puissions avoir des radios communautaires
dans lesquels l'État va envoyer du personnel de la fonction publique, donc payé et rémunéré par le trésor public. Donc, on va envoyer de ces gens de personnel pour soit des techniciens dans le cadre d'une convention qui vont venir travailler au sein de ces radios, mais qui vont être payés par les fonds publics. Pour revenir sur la question de la détention sociale qu'on peut identifier au sein de ces communautés, il faut le dire, contrairement un peu, enfin pas contrairement parce que je ne connais pas très bien la réalité haïtienne, mais dans les communautés, dans les zones géographiques africaines, il n'est pas rare de trouver plusieurs communautés linguistiques cohabiter. Par exemple, sur les terrains des radios où j'ai fait mon travail, j'ai constaté par exemple qu'on peut avoir jusqu'à 20 communautés linguistiques qui vivent sur le même territoire de gestion de la radio communautaire. Mais du moment où cette radio-là veut revendiquer un positionnement communautaire, cette radio-là se doit de servir un peu un petit morceau à tout le monde. Donc, on a généralement des programmes de 30 à 1 heure qui sont consacrés à chaque communauté linguistique, de manière à ce que des animateurs que la communauté elle-même choisit viennent à l'antenne de la radio, soit proposent une préoccupation qui est celle reliée à sa communauté pour que sa communauté linguistique puisse se développer, ou parfois peut recevoir des instructions de la part de la gestion, du comité de gestion de la radio et proposer à ce titre des émissions ou des préoccupations qui méritent d'être posées à l'antenne. Je ne sais pas s'il répond tout à fait à la question de l'intervenant, de M. Augustin, mais nous sommes encore dans des modèles relativement non stables au niveau du fonctionnement pour s'assurer d'une cohésion parfaite de ces différentes communautés. Et entre autres responsabilités qui est dévolue à cette radio communautaire, c'est justement de faire discuter, de faire dialoguer cet ensemble de communautés linguistiques et de leur permettre de vivre en toute harmonie sur un territoire donné. C'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Il est 12h50. Normalement, on devrait terminer à 13h. Je vais demander à M. Jacqueline Jean-Paul de poser sa question. Euh, je crois qu'il ne peut pas. Il ne peut pas ouvrir son... Il ne peut pas ouvrir son micro. Ah, je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est parti. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire une remarque ou... Monsieur Augustin, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Et Monsieur Panier, professeur Panier. Merci, Madame la modératrice, de me donner la parole. Donc, je voudrais avant tout remercier vraiment chacun des intervenants pour la pertinence et la richesse de leur présentation. Donc, je pense que c'était vraiment très enrichissant. Alors, j'aurais en fait certaines questions, mais en fait, il y a un point particulièrement qui m'intéresse, c'est la question de la présence en ligne des médias communautaires. Et on a constaté qu'en Haïti, même les médias dominants de Port-au-Prince, depuis les années 2000, il y avait une sorte de velléité des médias, les radios particulièrement, d'avoir une présence en ligne. En fait, cette velléité, c'était de pouvoir se construire un public transnational. Ça veut dire un public qui se trouve en dehors des frontières d'Haïti. C'était la diaspora qui participe activement, qui reçoit les émissions de manière directe, qui participe de manière instantanée. Donc, je suis très content de voir cette dynamique se développer au sein des médias communautaires. Alors, M. Toussaint avait évoqué particulièrement l'importance croissante des médias communautaires sur Internet en prenant en exemple la radio Voix Paysan, et notamment pour pouvoir se connecter avec la diaspora et qui cherche à rester en contact avec leur communauté. Alors, ma question, c'est dans quelle mesure cette connexion en ligne contribue-t-elle au financement des médias communautaires, comme il l'a souligné, et quelles sont les stratégies adoptées pour encourager la participation financière de la diaspora et dans le soutien de ces médias locaux et parce que ça, je veux dire, c'est peut-être un nouveau modèle économique, puisqu'on parle de modèle économique des médias. Donc, est-ce qu'il peut partager avec nous quelques exemples de réussite ou de bonnes pratiques observées dans ce domaine-là? Je trouve que c'est très intéressant parce que ce que je constatais dans le cas des médias de Port-au-Prince, c'est que cette présence en ligne n'a pas forcément apporté beaucoup de choses sur le plan financier et aux médias de Port-au-Prince, d'après ce que disent de nombreux patrons de médias.
Et peut-être une autre question pour les trois intervenants, c'est comment les médias communautaires peuvent-ils s'adapter aux avancées technologiques tout en maintenant leur rôle de médiateurs locaux? Et est-ce qu'il y a des défis spécifiques auxquels ils sont confrontés dans ce processus? Et bon, quand on regarde à la lumière rapide, je dirais, des technologies de l'information, c'est comment les médias communautaires peuvent-ils naviguer entre l'adoption de nouveaux moyens de diffusion et la préservation de leur identité locale. Bon, en fait, j'aurais une question spécifique pour Dr. Atassé, mais je crois qu'on avance un peu, donc je vous laisse avec ces questions maintenant. Merci. Ok, donc, la question s'adresse à M. Toussaint. Oui. Monsieur, Donc, voilà, donc, Monsieur Toussaint et en fait, Monsieur Chanel aussi qui avait abordé cette question également. Donc, pour le cas de Radio Voix Paysan Abricot, nous avons commencé avec un groupe WhatsApp donc, qui commençait à connecter les enfants d'Abricot qui sont à l'extérieur, donc qui sont à Port-au-Prince, qui sont un peu partout à travers le monde. À partir de là, donc, quand on a un problème technique, on a dit que la radio a tel ou tel problème et à partir de là, les gens commencent à contribuer. Si on prend le cas, nous avons dans le temps un problème avec pour une carte audio. C'est le fils d'un habitant des Abricots, donc il est Ashkanov Apollon, il est à la sélection nationale, c'est lui qui nous a envoyé la carte audio. Donc ça, c'était un bon pas et c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc avec toutes ces personnes qui commencent à auditionner la radio sur le web, soit par Zeno Radio, donc ils commencent à appeler à la radio et ça se fait une connexion. Et cette connexion-là, donc, ils participent donc, à nos activités. On vient de fêter nos 25 années, donc ce sont eux qui ont contribué pour que les festivités du 25e étaient une réussite. Dans ce cas, c'est un pas positif pour nous à Radio Voix Paysan Abricot. Et parfois, on met des émissions, on peut dire un peu en podcast. Donc, on enregistre des émissions, on les met sur le groupe WhatsApp de la radio, sur la chaîne WhatsApp de la radio, et eux, ils écoutent un podcast. Donc, tout ça, on contribué à faire écouter la radio dans le reste d'Haïti et à travers le monde. Et quand on n'a plus d'auditeurs, ça contribue aussi à leur participation pour faire fonctionner la radio. Okay. Monsieur Chanel? Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la question. Sinon que les réseaux sociaux, selon moi, pourraient contribuer à rapprocher la diaspora des radios communautaires et contribuer aussi à renforcer la viabilité financière de ces radios dans la mesure où ces gens-là, écoutant les informations ou les initiatives prises dans leur commune natale sont beaucoup plus enclins à contribuer au fonctionnement de la radio, ce qui est différent pour une radio privée, où les gens, ordinairement, vous remercient par une félicitation. Par des- Vous dites, ah, j'ai écouté la radio, et c'est très bien, qu'on continue, mais il n'y a pas de contribution. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai mis des antennes pour une radio privée à Hinche, mais pendant 3, 4 années, on n'a jamais eu une publicité de la ville de Hinche. Donc, c'est une antenne qui n'est pas rentable. Donc, c'est la même chose que, par exemple, que font les opérateurs téléphoniques. Quand il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas assez de gens pour utiliser le téléphone, donc ils ne mettent pas, ils n'installent pas d'antenne. Ou encore, par exemple, ce que j'ai su récemment, c'est que il y a un opérateur téléphonique qui est en train de désarmer, de désinstaller des antennes où les gens ou les responsables même qui sont préposés à la sécurité des antennes et volent le carburant. Par exemple, il y a des zones près de Cormier de la Badie, dans le nord du pays, où la DGCEL a décidé d'enlever une antenne parce que ils ont enregistré beaucoup de vols de carburant dans cette zone. Et il y a aussi une autre réalité qui concerne
particulièrement les autres radios, les radios privées en Haïti, c'est que la majorité des radios qui fonctionnent même parmi celles qui sont considérées comme les plus grandes, et sont tributaires de l'énergie fournie par la compagnie DSL. Donc, le jour où la compagnie DSL déciderait d'abandonner Haïti, ou de changer de politique, ou serait en faillite, et ça entraînerait aussi la faillite de bon nombre de radios ou la fermeture de bon nombre de radios et télévisions en Haïti parce qu'ils reçoivent directement, soit à partir d'échanges de services et l'énergie des sites de la DSL, ou encore ils sont ou bien encore des responsables sur le terrain trafiquent l'énergie avec ces radios. Donc, c'est une situation assez alarmante. Eh bien, merci. Bon, il est 12h59. Je voudrais d'abord remercier M. Yves-Marie Chanel qui nous a fait un historique, un petit peu un historique de l'histoire des radios communautaires en Haïti et les différents moments euh, jusqu'à l'arrivée de SACS en 1991, le départ très regretté de Sony Estéus et le projet RAMAC et les défis aujourd'hui, l'impact de la situation par rapport de la situation de sécurité, la situation le départ des jeunes, des techniciens et, et également en fait, le fait aussi que et les structures de gestion, tout ça qui sont vraiment, qui ont des problèmes. Et il nous a fait aussi des recommandations et des recommandations qu'il dit qu'il fait depuis plusieurs années et qui peut-être deviennent encore plus difficiles à être appliquées aujourd'hui. Ensuite, merci aussi à M. Toussaint qui a beaucoup insisté sur l'aspect cohésion sociale de la radio, des radios communautaires, comment c'est important et pour vraiment autonomiser les communautés. Et il nous a fait part de son expérience et comment il arrive à faire face à tous les défis d'aujourd'hui et a beaucoup insisté sur euh, l'importance des médias de, 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 de l'Internet, l'utilisation de l'Internet, où il recommande les autres radios à faire de même, qui implique qui finalement permet d'avoir une plus grande audience, particulièrement auprès de la diaspora, qui à ce moment-là est capable de soutenir les activités de la radio au niveau local. Et maintenant, merci aussi au docteur Kouleté qui nous a fait part d'une expérience qui est différente de la nôtre en Haïti, mais qui nous fait voir comment euh, le champ peut changer, comment la tendance peut changer et au niveau des radios communautaires et comment est-ce que ces radios peuvent devenir finalement, je ne veux pas dire l'objet, mais ils perdent leur autonomie finalement par rapport aux bailleurs et comment aussi les radios elles-mêmes sont tentées à prendre ce financement à la verticale qui finalement ne répond pas nécessairement aux besoins des communautés. Et et c'est un constat plutôt triste, mais bon, et c'est aussi quelque chose peut-être auquel nous devrions penser. Éventuellement, on risque d'arriver à ça aussi. Il est vrai qu'en Haïti, on a encore cette mobilisation communautaire, cette capacité de nous mobiliser, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais on ne peut pas parler vraiment euh, de, de perte d'autonomie totale, comme il nous l'a décrit là, qui se fait au Togo. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la question du français qui est à 53%. Je suppose qu'au Togo, il y a beaucoup de dialectes, beaucoup de langues. Et ben, c'est le français qui prédomine. La participation est à 30%. Bon, il a parlé d'interactivité, il a parlé d'instrumentalisation. Et tout ça, ça nous donne une idée très claire de la situation au Togo. Eh bien, merci beaucoup aux trois panélistes et je vais passer la parole encore à Wolgenson qui va probablement dire le mot de la fin.
Il y a pas grand-chose à dire. Tu as fait l'essentiel. Merci vraiment à nos panélistes pour la qualité de leurs interventions. Et merci également à toute l'équipe de CMH qui a pris le soin de préparer ou d'éviter surtout et ces intervenants pour intervenir sur un sujet aussi crucial quand même. Quand on parle des médias communautaires, la problématique des médias communautaires, ça nous intéresse au plus haut point. Donc, voilà, on n'a qu'à se donner rendez-vous pour un prochain CIMH qui aura lieu évidemment, ou bien très probablement le deuxième samedi du mois de février. Ben voilà, à la prochaine. Merci à tous d'avoir participé à la réussite de ce grand événement